France Inter. Bienvenue à tous dans la ville Méditerranée, bienvenue dans la ville Monde, bienvenue dans la ville qui accueille le pape demain, bienvenue à Marseille. Un altro tragico naufragio è accaduto alcuni giorni fa nel Mediterraneo. France Inter, le 18-20, édition spéciale. La globalizzazione dell'indifferenza. In questo mondo della globalizzazione siamo caduti nella globalizzazione dell'indifferenza. La globalisation de l'indifférence face à la tragédie de la migration, ces mots prononcés en 2013 par le pape François à Lampedusa. Il tenait à ce que son premier voyage à l'époque soit pour Lampedusa, soit pour les migrants. Et cette visite à Marseille, dès demain, c'est la suite de ce pèlerinage. C'est comme ça que ce voyage est présenté par celui qui l'a voulu porter, le cardinal d'ici, Jean-Marc Aveline. Le pape François qui ne vient pas en France, mais qui vient à Marseille, il l'a dit à plusieurs reprises. Et si, au final, Marseille vaut bien une messe, ce pape qui vient, c'est celui que l'on surnomme le pape des migrants. Il délivrera, à n'en pas douter, un message de solidarité et d'humanité. Mais qui l'entend, jusqu'où porte sa voix? La question des migrants divise nos sociétés, elle divise aussi les catholiques, et nous y viendrons. Le pape des migrants, oui, mais pour quel résultat et avec qui? C'est pour ça et c'est comme ça que nous avons voulu intituler ces 2 heures que nous allons passer ensemble avec nos invités qui sont laïcs, catholiques, ecclésiastiques et politiques. Vos questions, ce sera pour la 2e heure. Si l'équipe de France, elle gagne, je serai content. Même si la Namibie, je suis pour les deux. Allez les Bleus! Allez les Bleus! Allez les Bleus! Et on a quand même voulu aussi ce petit clin d'œil depuis le Café des Arts du Vieux-Port où nous sommes installés juste à côté du Théâtre de la Criée, parce que ne croyez pas que Marseille ne parle que du pape à la veille de son arrivée. Ce soir au Vélodrome, c'est France-Namibie, Coupe du Monde de rugby. Il y a beaucoup de maillots bleus autour de nous. La fan zone, elle est pas loin. Ce soir, c'est l'OM aussi qui joue contre l'Ajax. C'est vous dire comme le pape est loin. Mais c'est important quand même de dire tout ça parce que Marseille, c'est aussi ça. Et peut-être à certains égards que c'est ça. Surtout un Marseille coloré, bigarré, ouvert, mais aussi un Marseille difficile parfois, un Marseille pauvre, un Marseille qui sait être violent. Marseille, c'est tout ça, et c'est aussi tout ça que le pape veut voir. Il y a beaucoup de choses à dire, mais vous allez voir, on est ensemble pour 2 heures et nous avons largement le temps. Je vais vous présenter tous les invités qui sont autour de la table. Il y a Sophie Beau, vous êtes bonsoir. Bonsoir. Cofondatrice et directrice générale de SOS Méditerranée. Il y a Francesca Sirna, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes sociologue spécialiste des migrations ici au centre Nobert-Elias à l'EHESS Marseille. Vous êtes aussi sicilienne et ça compte quand même dans la conversation que nous allons avoir. Monseigneur Antoine Héroard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'archevêque de Dijon. Il ne nous a pas échappé que Dijon n'était pas au bord de la mer. Pas mais vous faites non. entendre votre voix sur les questions de la migration. Et vous êtes aussi le vice-président de la commission des épiscopats de l'Union européenne. Et vous nous intéressez aussi à ce titre-là. Il y a aussi avec nous Isabelle de Gomin. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Vous êtes la rédactrice en chef du journal La Croix. Et vous avez la chance de partager avec nous ces 2 heures. C'est avec vous que je voudrais commencer... Monseigneur Antoine Héroard, le premier symbole au moment de l'arrivée du pape, c'est le moment où il va s'incliner devant la stèle aux marins disparus, pas très loin de Notre-Dame de la Garde. Exactement, Notre-Dame de la Garde, la stèle aux marins disparus qui est aussi une stèle aux migrants. Il y aura une parole évidemment à ce moment-là, mais quand même, est-ce que vous diriez que c'est un appel à solidarité, mêlé aussi d'un aveu d'impuissance? Il y a quand même eu tellement peu de changements depuis ses premiers mots en 2013. Oui, mais je pense qu'il faut toujours rappeler l'importance de la solidarité. Je pense que dans le message du pape, au-delà des questions purement politiques sur ce qu'il convient de faire et quel chemin prendre. Je vous ai entendu prononcer le mot politique, on y reviendra forcément, mais allez-y. Oui. Mais je pense que ce que le pape veut nous rappeler, c'est que derrière les migrants qui traversent la Méditerranée, derrière les drames qui se jouent dans cette mer, il y a des hommes, des femmes, des enfants, et que ce sont ces personnes-là qu'il faut secourir et auxquelles il faut être attentif. Vous avez mis dans la présentation la mondialisation de l'indifférence. Ouais. Voilà, donc c'est vraiment contre cela aussi que le pape veut réagir. Mais quand même, est-ce que vous n'avez pas le sentiment, y compris vous, de là où vous êtes et dans ce que vous avez pu dire au sujet des migrants, dans votre rôle auprès de vos collègues européens, que on est là pour l'instant dans un échec collectif? C'est le nôtre, c'est le sien, c'est l'échec de chacun, non? On est devant une situation qui, de fait, nous dépasse parce qu'elle est très importante et qu'on n'a pas forcément toutes les solutions et toutes les clés à disposition.
Mais ce qu'on veut aussi souligner, c'est qu'il y a beaucoup d'efforts qui se réalisent et qu'il y a aussi, y compris dans notre pays, beaucoup de gens qui se donnent du mal et qui prennent du temps, de l'argent pour accueillir les réfugiés, les migrants, et qui ne les laissent pas tomber. Donc ça aussi c'est un aspect de la réalité. C'est-à-dire qu'on peut se dire que il y a beaucoup à faire et qu'on est loin du compte. Vous voulez pas noircir mais en même temps, peut-être qu'il faut partir clair. aussi de ce qui existe et qui n'est pas si négatif que ça. Et en même temps, on n'a pas pu s'empêcher de penser. Alors nous, en France, il y a un prisme évidemment qui est le nôtre, mais qu'au sein même de l'Église, il y a comme un basculement. On entend des choses qui disent mais le pape n'a pas à entrer dans ces considérations-là. Je ne suis pas d'accord avec ces considérations-là du pape, avec ces opinions-là. Le pape ne doit pas avoir ce genre de discours. Est-ce que d'abord vous avez le sentiment que ce discours haut et fort et haut et clair qui divise la communauté catholique, il est neuf? Non, il n'est pas neuf parce qu'il remonte même à la Bible. Ah. Voilà. Et vous avez amené quasiment la vôtre. Alors non, j'ai amené un petit recueil de discours du pape François sur les questions européennes, donc, puisque vous avez rappelé que j'étais en charge de cela. Et dans un des derniers discours qu'il a prononcé sur les missions de l'Europe, il dit aussi, il faut que l'Europe soit une communauté inclusive. Oui. Bon, et il précise cela. Dans cette perspective, je vous en lis juste quelques lignes. Les migrants sont une ressource plus qu'un poids. Les chrétiens sont appelés à méditer sérieusement l'affirmation de Jésus. J'étais un étranger, vous m'avez accueilli. C'est dans l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 25. Face au drame des déplacés, des réfugiés, on ne peut pas oublier le fait qu'on est devant des personnes qui ne peuvent pas être choisies ou rejetées selon le bon vouloir, suivant les logiques politiques, économiques, voire religieuses. Monseigneur Hérouard, il faut méditer sérieusement. Et dans la manière dont il le dit, est-ce qu'en creux, vous entendez la même chose que moi? Faites-le sérieusement et vos voix dissonantes, je ne veux pas les entendre? Ou est-ce que, quand même... Non, c'est pas une question de voix dissonantes qu'on ne veut pas entendre, c'est de dire qu'il y a toujours une part aussi de conversion, parce que c'est pas facile. Et le pape ne le nie pas. Il dit... Alors, il dit aussi que... certains chrétiens à la cause des migrants, c'est ça. Mais il dit un peu plus loin, c'est intéressant aussi. On ne peut pas penser que le phénomène migratoire soit un processus sans discernement et sans règles. Donc il ne veut pas dire non plus ouvrons les portes et accueillons tous les gens qui veulent venir. C'est pas ça qu'il dit. C'est pas un no border comme on dit le pape François. Mais on ne peut pas non plus ériger des murs d'indifférence, on retrouve le mot, ou de peur. Voilà. Et vous avez l'impression que ce discours, y compris à l'intérieur de la communauté, la vôtre, la communauté catholique, il est aussi entendu que vous le voudriez. Moi, je voudrais savoir si ce que vous avez entendu ces derniers jours, parce que forcément, Monseigneur Hérouard, vous n'êtes pas sourd, est-ce que ça vous fait de la peine? Mais c'est pas une question que ça me fasse de la peine. Je veux dire, ça n'a pas beaucoup d'importance en soi. Ce qui est important, c'est qu'on se dise quels sont les enjeux véritables derrière cela, et qu'on peut pas se réfugier derrière des positions de principe. Mais que derrière, encore une fois, je le répète, il y a des hommes, des femmes, des enfants, et que c'est ces personnes dont il s'agit de s'occuper. Isabelle de Gaumont, moi j'ai pas pu m'empêcher de relever en lisant le cardinal Aveline tout simplement ce matin dans le Parisien. Je vais vous dire, c'était aussi simple que ça. Il a cette phrase, il dit, il a déjà beaucoup parlé des migrants, le pape François, il va déplacer le focus sur le droit de vivre librement dans son pays. Alors, est-ce que c'est moi qui ai l'esprit tordu ou est-ce que j'entends quelque chose qui dit, j'ai peut-être été trop loin, j'ai besoin de rassembler et je dis ça? Il y a Monseigneur Hérouard qui fait non avec la tête. Non, mais en fait, parce que c'est le slogan de la journée mondiale des migrants pour les catholiques qui a lieu dimanche, c'est être libre de partir mais aussi être libre de rester. Et c'est vrai que c'est un vrai sujet qui est aussi important, c'est-à-dire que dans les migrations et notamment les migrations économiques pour lesquelles, vous savez, le gouvernement veut faire un geste, etc. Par exemple, favoriser, ça c'est un très bon exemple, favoriser la venue de médecins qui viennent du Maghreb. Et ben au Maghreb, les gens ils ne sont pas contents parce que du coup, eux ils ont plus de médecins. Donc voilà, c'est quand même la chose est compliquée pour ça et c'est vrai que une partie du problème peut aussi se résoudre par de l'aide au développement dans les pays. Et en tout cas, il faut que les choses soient coordonnées. Ce qu'ils nous disent, c'est qu'il n'y a pas de réponse simple à des problèmes compliqués. Non. Mais ce que le pape souligne aussi très très clairement, c'est qu'il faut bien analyser pourquoi est-ce que les gens veulent partir.
Ouais. Alors il y a des situations qui sont liées à des situations de guerre, de conflit, à des situations de persécution politique, religieuse, etc. Mais il y a aussi des migrants économiques qui sont évidemment en nombre et qui cherchent simplement, qui aspirent à une vie meilleure. Voilà. Isabelle de Gobain. Oui, peut-être ce qui est intéressant de dire, c'est que la Méditerranée, c'est vraiment un lieu de fracture nord-sud. Alors ça c'est sûr. Beaucoup plus aujourd'hui qu'autrefois. On y viendra, mais en effet. Ouais. Et donc on est vraiment en face de deux mondes. Et on se prend de plein fouet cette fracture nord-sud. Dont l'écart se creuse. On vit aussi dans un monde qui en ce moment a des réflexes identitaires qui sont extrêmement importants. C'est le cas de toute notre partie à nous de la Méditerranée. Et on se demande parfois si au fond il y a encore une place pour un discours humaniste où on se dit peut-être pas en ce moment en fait. Alors là, ce qu'on vient de vivre cette semaine ici à Marseille et qui va se continuer donc avec la venue du pape, c'est ce qu'on appelle les rencontres méditerranéennes. Donc c'est les troisièmes. C'est la troisième édition. Les deux premières. Ça va se passer au Faro et c'est juste là. C'est passé au Faro. Ça s'est passé au Faro et c'est là que le pape sera demain. Ouais. Voilà. Et ça rassemble qui ? Ça rassemble des évêques de tout le pourtour méditerranéen. Et cette année, l'accent a été mis sur des jeunes. Donc vous avez 70 jeunes. Mm-hmm. Hier, ils se sont présentés. Et moi, j'ai été extrêmement impressionné parce que ce sont des jeunes qui viennent de l'ensemble de ces pays tout autour de la Méditerranée, qui ont des professions, des situations très différentes les uns des autres. Et leur objectif, pourquoi est-ce qu'ils viennent, c'est qu'est-ce qu'on a en commun autour de la Méditerranée et comment est-ce qu'on peut davantage créer de liens, de solidarité, de fraternité entre les peuples de la Méditerranée. Parce que s'il y a une fracture nord-sud, ce qui a été aussi intéressant, qui était souligné par plusieurs acteurs, c'est que finalement, il y a très peu ou pas assez de rapports, j'allais dire, Est-Ouest. Ouais. Y compris sur l'Afrique du Nord, par exemple. C'est un bon exemple. On viendra à cette fracture. On va se demander un moment d'ailleurs si on est un peu dans la ville symbole aussi, d'une certaine façon, de cette fracture. J'ai quand même une dernière question, dernière pour l'instant. Isabelle de Gobain, il parlait des jeunes à l'instant, Monseigneur Hérouard. Moi, je me demande s'il y a un clivage générationnel aussi en ce moment auprès des catholiques, dans ceux qui suivent justement ce que dit le pape, ou pas du tout. Alors, je pense qu'il y a un clivage générationnel dans une ville comme Paris, par exemple, où effectivement le catholicisme est un catholicisme assez bourgeois, assez classique, et où les jeunes ont une posture aujourd'hui un peu identitaire, sans doute parce qu'aussi ils ont peur du monde, ils ont le sentiment parfois, ils sont un peu manipulés aussi, puis ils ont le sentiment que le christianisme est en train de perdre des places, que l'islam arrive, que donc voilà, c'est eux qui se sentent menacés. Il me semble que cette vision-là, elle n'est pas vraie à Marseille. À Marseille, l'église, elle est très différente, c'est une église très populaire, très mariale d'ailleurs, ils aiment beaucoup, il y a la bonne mère, mais c'est vrai que c'est une église qui est sans doute plus... Qu'on partage d'ailleurs, elle se partage entre religions, la bonne mère. Elle se partage, en plus il y a quand même depuis longtemps un contact avec les musulmans, etc. Donc je pense que ce clivage générationnel qui est vrai effectivement dans certaines places fortes comme l'ouest parisien, c'est un peu caricatural, en tout cas n'est pas vrai à Marseille. Et c'est peut-être une des chances du fait que le pape vienne ici et pas à Paris, c'est qu'on va voir aussi un catholicisme un peu différent de celui qu'on a l'habitude de voir, où c'est vrai que les médias nous montrent toujours des catholiques intégristes, arc-boutés sur leurs principes et voulant un retour à la tradition. Et c'est vrai que c'est un catholicisme qui gagne chez les jeunes qui restent catholiques. Je pense qu'à Marseille, on a un catholicisme qui est beaucoup plus ouvert, comme cette ville, il est plus ouvert sur l'action sociale, sur la mer, etc. Et donc c'est peut-être bien qu'on voit ça aussi. Sophie Beau, cofondatrice et directrice générale de SOS Méditerranée, vous aussi, vous dites que vous avez besoin d'une référence morale pour suivre les actions qui sont les vôtres, et que oui, le pape il sert à ça, même chez vous. Et oui, écoutez, il s'est exprimé très clairement depuis le tout début de son pontificat. Son premier voyage de pape, c'était Lampedusa, donc c'est un symbole qu'il a vraiment mis en avant dès son arrivée dans son pontificat. Et malheureusement pour nous, ces 10 années passées, ce que nous observons, c'est une détérioration continue de la situation en Méditerranée et un silence que nous trouvons assourdissant, qui est terrible pour nos marins sauveteurs qui sont en première ligne. Vous parliez de fracture, cette mer n'est même plus un cimetière puisqu'il n'y a pas de nom pour les disparus, puisqu'on ne peut même plus compter les morts.
C'est une fosse commune. Il y a une banalisation, on s'en fiche complètement de ce qui se passe autour de vos bateaux. Exactement, et on ne sait pas, on sait qu'il y a beaucoup plus de morts cette année par exemple que la précédente, mais on peut même pas compter l'ensemble des personnes qui disparaissent. Et on a besoin effectivement d'une autorité morale et politique, c'est aussi un chef d'État qui s'exprime pour rappeler les principes, les valeurs de notre société. C'est les fondements de le devoir d'assistance inconditionnelle à personne en danger qui est bafoué tous les jours parce que nous ne portons pas assistance à des personnes qui se noient devant nos portes, dans notre mer Méditerranée. Et vous l'avez vu, ce changement, parce qu'on se souvient très bien de la manière dont SOS Méditerranée a été fondée. Il y a eu Mare Nostrum, ça s'est arrêté très vite, et il y a eu cet engouement, un moment pour vous et pour ce que vous étiez, vous et d'autres d'ailleurs. Et puis, autour de 2018, c'est pas seulement l'Italie, c'est pas seulement Salvini. Subitement, l'Aquarius est en errance, l'Ocean Viking le sera quelques années après, c'était l'année dernière, ou peut-être l'année d'avant, vous voyez, même moi, j'ai oublié. Vous l'avez vu, ce moment de bascule où on est très concerné, il y a des photos du petit Elan sur la plage, etc. Et puis, il se passe plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé à votre avis dans ce milieu-là ? Il y a eu effectivement une habituation. Moi, je ne comprends pas parce que quand je vois, à chaque fois que je vois un bateau en détresse, quand on les voit, ces barques surchargées avec ces personnes qui risquent leur vie à tout moment, je ne sais pas comment ça peut être discuté. Je vois pas très bien où est le point de débat en fait sur est-ce qu'il faut tendre la main pour secourir ces personnes. On a vu petit à petit une criminalisation progressive qui s'est instaurée dès l'année 2017 avec des accusations totalement farfelues comme quoi nous serions en collusion avec les passeurs alors que évidemment nous essayons d'extraire ces personnes d'une situation de danger imminent en mer et elles ont été poussées à la mer par ces passeurs sans scrupules qui les poussent sur des embarcations surchargées. Donc il y a eu tout un discours de dénigrement qui s'est radicalisé jusqu'à des accusations très graves, du harcèlement judiciaire, administratif. Il paraît même que votre adresse ici à Marseille, puisque vous êtes basé ici, est tenue secrète parce que ça vous évite de recevoir des menaces et de vous faire taguer tous les 4 matins. On a été attaqué dans nos bureaux tout simplement et il y a eu des condamnations de prison ferme. Oui. Est-ce absolument. que ça veut dire aussi, Sophie Beau, que vous avez du mal à vous financer ? Enfin, ici même, dans cette ville, à un moment, il a fallu voter une subvention, elle était de 100 000 €, ça n'a pas été facile, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez du mal à financer vos bateaux et à sortir ? J'ai lu quelque part que ça coûtait 24 000 € par jour, l'Ocean Viking par exemple ? Absolument, c'est le coût de nos opérations chaque jour, c'est 24 000 € et nous n'avons absolument pas de subvention d'État, ni de l'Europe, ni des bailleurs institutionnels qui financent normalement l'aide humanitaire. Cette crise en mer Méditerranée, elle est non seulement devenue invisible, elle n'a jamais été reconnue comme une crise humanitaire, elle n'est pas financée par les bailleurs institutionnels et c'est la société civile qui nous donne les moyens. Donc il faut aller se battre pour aller chercher chaque euro chaque jour pour pouvoir financer le bateau puisque 91% de notre financement ce sont des dons privés. Nous allons passer d'une rive à l'autre tout au cours de cette émission. Allons en Tunisie, allons à Sfax puisque les départs pour beaucoup se font de cette rive. L'Europe, vous le savez, elle paye la Tunisie pour qu'elle retienne les migrants. C'est un accord qui a été passé l'année dernière. Or, et c'est ce que va nous raconter Agathe Maheuet, les autorités tunisiennes semblent au contraire rapprocher les migrants des passeurs. Oui, en évacuant il y a 4 jours les places, les ronds-points de la deuxième ville de Tunisie, Sfax, où dormaient depuis des mois ces candidats à l'immigration illégale, pour les faire monter dans des bus vers le village d'Al-Amra, 30 km au nord. Ils ont été dispersés là, dans la nature, dans des champs d'oliviers, où des milliers d'autres subsahariens étaient déjà présents. Image assez frappante. Tous ces hommes noirs qui marchent le long de la route, comme Ayo, Côte d'Ivoire. Un Ivoirien de 32 ans qui a bien voulu nous parler. Vous êtes là depuis combien de temps ? Moi, ça me fait près de 8 mois maintenant. Et dans ce village ? 1 mois ici. Pourquoi vous n'êtes plus à Sfax ? Tout simplement, je vais atteindre de l'autre côté. Atteindre l'autre côté, traverser la Méditerranée ? L'objectif, c'est d'aller en Europe, n'importe quel pays. L'Italie dans un premier temps, et ensuite on verra. Ayo vient d'aider à décharger quelques packs d'eau entre la camionnette et la boutique d'un vendeur tunisien. Là, vous faites des petits boulots avant de pouvoir traverser, c'est ça ? Pour réunir l'argent ? Oui. Dès que possible, s'il y a eu de l'argent, il peut partir. C'est combien pour traverser ?
2500 dinars, souvent 3000 dinars, ça dépend. Donc entre 750 et 900 euros en ce moment pour pouvoir monter sur ces bateaux qui sont tout près d'ici en fait, plus encore qu'à Sfax. Avec cette opération d'évacuation, les autorités tunisiennes ont donc rapproché de la côte des centaines d'hommes prêts à partir, dénonce Romdan Benamor, porte-parole de l'une des rares ONG locales acceptant de s'exprimer, le Forum tunisien des droits économiques et sociaux. C'est une manière indirecte de repousser les migrants pour aller prendre les bateaux au profit des réseaux de passeurs et aussi pousser les migrants loin des yeux de la société civile ou bien des médias. Certains craignent aussi que les agressions de migrants par des Tunisiens, comme cela s'est passé cet été, se reproduisent, car les autorités n'ont fait que déplacer les tensions dans des villages qui n'ont aucune infrastructure pour accueillir tant d'étrangers. Ils dorment dehors, ces hommes venus de Guinée, Sierra Leone, Gambie, Sénégal. Clairement, dans la rue principale d'Adamra, une personne sur deux est un noir africain. Moi, je vais vous dire. Et cette grand-mère tunisienne vient nous confier sa colère. Au village d'Al-Amra, nous sommes très pauvres. Et nous sommes fatigués, épuisés. La présence de tant de migrants nous dépasse. Alors là, on est interrompu par un autre habitant de ce village qui s'oppose à notre présence. Il n'admet pas que cette femme nous parle librement. Il dit qu'il ne faut pas critiquer la Tunisie. Je ne raconte pas de mensonges. Les Noirs qui sont venus, on ne peut pas les prendre en charge. Aucun responsable politique ne s'est déplacé dans le village pour comprendre la situation, ajoute-t-elle. Or, ce sont ici deux misères qui se rencontrent, souligne une autre association, celle des migrants qui tentent désespérément de rejoindre l'Europe et la misère d'une population tunisienne frappée par la crise économique notamment. On peine ici à trouver du pain, de l'huile, bref, des produits de première nécessité. Le 18-20, édition spéciale. On remercie Agathe Mahué pour son reportage à l'œil du mal. En plus, et ça dit jusqu'à quel point les autorités tunisiennes essayent de faire en sorte qu'on parle le moins possible de ce qui se passe chez eux. Francesca Sirna, sociologue, je le disais, spécialiste des migrations. On accuse les bateaux comme SOS Méditerranée de favoriser les départs. On entend beaucoup de choses comme ça, mais on se dit que le vrai problème, il est là, en fait. C'est cette externalisation qu'on a inventée en Tunisie, en Libye, et qui prouve que ça ne marche pas. On peut le prendre par tous les bouts, ça marche pas. Non. On a juste déplacé le problème. On veut pas l'avoir ici sur notre territoire, la forteresse Europe, comme on dit. On l'a juste déplacé et on ferme les yeux. Ce que a été nommé comme eurogénocide par Leoluca Orlando, qui est le maire de Palerme en 2015. Qui est un sacré personnage, hein, le maire de Palerme, qui lui a ouvert sa ville et entend l'ouvrir encore plus. Il faut rappeler quand même que l'ancien maire de Lampedusa ouvrait aussi sa ville. Il y a beaucoup de choses qui changent. Moi, ce que je trouve fascinant aussi, on voit là que ça se passe en Tunisie, c'est que les routes changent à chaque fois. Et peut-être que c'est ça aussi qu'il faut expliquer aux gens. Quand on vient de Côte d'Ivoire, qu'on a mis 4 ans pour arriver sur les côtes tunisiennes, arriver en Méditerranée, de toute façon, c'est ce qu'on veut faire, on veut traverser. Moi, j'ai l'impression qu'on prend le problème à l'envers, en fait. Le problème, c'est que ces gens arrivent, ils n'ont pas d'autre choix, en fait. Ils peuvent pas revenir en arrière, ils doivent retraverser le désert. Ils sont vendus, torturés, incarcérés, bloqués, violés. Et ils doivent prendre cette décision. Soit je reviens en arrière, et qu'est-ce que je fais? Et je repasse par tout ça. Soit je poursuis. Et peu importe, des fois j'ai pas d'autre choix. Des fois, ce sont des jeunes aussi qui sont envoyés ou qui cherchent une solution pour un futur meilleur et qui sont envoyés et cherchent cette voie. Ils n'ont pas trop le choix. Qu'est-ce qu'ils font? Il faut arriver sur les côtes, revenir en arrière. Non, ils montent sur des bateaux qui sont dans un état, enfin c'est des bateaux vraiment fantômes qui échouent, et nous on ferme les yeux. Nous on sait tout ça, mais on ferme les yeux. Mais alors l'approche nouvelle, pardon de vous mettre dans ce rôle-là les uns les autres, mais l'approche nouvelle, si cela échoue, c'est quoi selon vous? Moi j'ai une approche peut-être radicale, je sais pas si je... Allez-y, Francesca Sirna. C'est d'ouvrir les frontières. Faites rentrer, on a la place, la richesse, on a besoin d'un point de vue en fait
nous, on a une population vieillissante, l'Europe. On a besoin de ces gens. On a besoin de ces gens. Il y a un tas de professions qui sont en manque. Vous parliez des médecins, il n'y a pas que les médecins, mais en même temps, après on peut ouvrir une parenthèse sur ça, mais on a besoin, et on a la richesse, et on a la place, et on doit accueillir. Nous, on a été dans ces conditions-là. Et je vous dis, historiquement, cette Méditerranée, cette mer, a été le lieu de mort des Juifs, par exemple, pendant la Deuxième Guerre mondiale. On a ce devoir d'accueillir les gens. On l'a, et vous savez quelles seront les réponses. On en a parlé jusque-là. Est-ce qu'on peut faire comme si ces réponses-là n'existent pas? Elles sont là. Le fameux choc identitaire, qu'on le veuille ou non, il existe. Isabelle de Gomin, je vous voyais réagir. Oui, parce que je suis pas sûre que ça soit la solution d'ouvrir, ne serait-ce que politiquement. Il faut voir ce qu'on en est avec la montée aujourd'hui d'un certain nombre de partis populistes, de candidats populistes, etc. Donc on va sans doute favoriser ce système. Peut-être que moi je crois qu'il faut faire aussi de la politique, c'est-à-dire qu'il y a l'humanitaire, on en a vraiment besoin, à SOS Méditerranée, etc. On a vraiment besoin effectivement, il faut pas être indifférent. Il y a 28 000 personnes qui sont mortes depuis 2014, donc c'est énorme. Et sans doute sûrement plus, dit Sophie Beaumont. Donc il y a ce côté indifférent. Et on n'a pas le droit d'être indifférent de ce manque de dignité, etc. Mais il y a aussi à faire de la politique, c'est-à-dire que peut-être, pourquoi pas, on a mis en place des couloirs humanitaires, il y a un certain nombre d'associations qui essayent de faire ça pour éviter que les gens traversent la Méditerranée de manière dangereuse. Il y a des négociations avec les pays, je pense qu'il y a des solutions politiques, mais qui sont très long terme et qui de toute façon ne donneront pas de réussite tout de suite, parce qu'effectivement le problème il est complexe. Là on ajoute une misère à une misère, mais il faut faire de la politique aussi. Il faut vraiment que l'Europe, il y a l'urgence et il y a la politique. Voilà. Allez-y, Sophie Beaumont. Humanitaire, il faut une solidarité européenne. Déjà, commençons par cela, parce que il n'est pas possible de laisser les pays comme l'Italie seuls, ou la Grèce, comme c'est le cas depuis des années, ou l'Espagne ou la Grèce. Et ça fait 4 ans que l'Europe essaye de signer un pacte migratoire. Il n'y a toujours pas de mécanisme de répartition des naufragés qui sont recueillis en mer, secourus par nos bateaux. Et on en est d'autant plus loin, Sophie Beaumont, pardon de vous interrompre, que même l'Allemagne, qui a été le pays accueillant, aujourd'hui recule. Et pourquoi elle recule? Parce que l'AfD est en train de prendre de l'importance et que tout ça peut effrayer. Et moi, je regardais les chiffres de l'Ocean Viking, par exemple, les 234 ou 237 personnes qui sont arrivées, c'était ici à Toulon. Ça a été un échec patent. Il y en a 66 seulement qui étaient éligibles au droit d'asile. Les autres, on ne sait pas très bien où ils sont passés. Même les mineurs, un certain nombre ont disparu. Ça aussi, ça fait partie des choses dont on est obligé de parler et qui mettent parfois les populations dans de mauvais états, parce que effectivement, c'est la démonstration que ça ne marche pas. C'est la première fois que l'Ocean Viking ou l'Aquarius débarque des personnes en France. Donc il faut quand même un peu relativiser. C'est 234 sur 38 915. On est d'accord. Et le reste c'était en Italie. On est d'accord. Donc minimisons quand même un peu l'impact dramatique sur la France. C'est pas l'impact. Non, mais c'est une fois à l'arrivée. C'est une fois à l'arrivée. Et par contre, moi ce que je voudrais dire, c'est que l'Italie, elle accueille des centaines de milliers de personnes depuis des années et qu'elle est pas assez aidée effectivement, et notamment dans la coordination déjà de ces sauvetages, elle n'est plus responsable et n'est pas assez aidée. Elle s'est retirée de cela parce que il y avait un défaut de solidarité européenne qui est vraiment coupable. On va y venir dans un tout petit instant, parce que justement on va aller en reportage en Italie, mais là-dessus, Monseigneur Hérouard, vous parlez avec vos collègues des épiscopats de l'Union européenne. Alors, à la fois, je pense que les évêques de l'Union européenne, ils sont sensibles au discours du pape. Enfin bon, ça paraît logique, mais en même temps, je vois aussi qu'un certain... vient de dire Isabelle de Gomin que je dénonce immédiatement. C'est là où je nuance mon propos. En même temps, je vois aussi qu'il y en a un certain nombre qui sont sensibles aux positions de leur propre gouvernement, en particulier dans l'Est de l'Europe. Voilà. Et donc ça, c'est une difficulté. Oui, on parle de la Hongrie, par exemple, sans citer les gens là-dessus. Mais du coup, est-ce que ça veut dire, mais du coup, est-ce que ça veut dire qu'il faut faire du cas par cas en termes de pays? C'est pas la peine d'essayer de trouver une unanimité, on ne la trouvera pas. Donc, on ne va chercher que ceux qui potentiellement diraient oui, si tant est qu'il y en ait 1 sur 27, pardon. Normalement, le mécanisme qui avait été imaginé, qui n'était pas idiot, c'était de dire, on essaie de faire une répartition. Et ceux qui ne veulent vraiment pas recevoir, ils vont payer pour que d'autres puissent le faire plus facilement.
Voilà, donc c'était une espèce de compensation financière. Mais même ça, on n'arrive pas à le mettre en place. On est d'accord, pour l'instant, c'est presque désespéré. Je vois votre tête, Sophie Beau. Rapidement, Isabelle Develin, parce que je voudrais qu'on aille en reportage. La Hongrie, qui a beaucoup refusé les migrants, commence à dire finalement, on en a besoin pour... on a ce nombre d'entreprises qui n'ont plus de main-d'œuvre. On a une population vieillissante. Voilà. On a besoin de ces personnes. Il faut se rendre compte aussi, on n'a pas ça en tête, mais que dans les pays de l'Est européen, la population a diminué de façon dramatique, en particulier aussi parce qu'il y a eu des migrations intra-européennes. Beaucoup sont venus dans les pays de l'Ouest européen où il y a plus de travail et plus de possibilités quand ils ont la libre circulation des personnes. Je vous emmène vers une deuxième escale de cette émission spéciale en direct de Marseille et sur le Vieux-Port. Nous allons justement en Italie, on en parlait à l'instant avec Bruno Duvic qui nous emmène à Rieti. 60 000 habitants, nous sommes à 1 heure de Rome, dans un centre qui accueille des mineurs isolés, 13 jeunes gens et 4 majeurs. Écoutez bien parce que vous allez entendre des choses étonnantes. Rieti è una città tranquilla. Rieti est une ville tranquille. Nos structures sont à côté du centre. Ce sont des appartements dans des petits immeubles. Les migrants vivent au milieu de familles italiennes. Ils sont 6 dans cet appartement pour mineurs de 3 chambres. Balcon, salle de bain commune, un adulte référent toujours tout près. Les écoles, centres de formation et cabinets médicaux sont à 2 pas. Pas d'isolement donc et un encadrement très présent. Une dizaine de personnes étaient autour de la table dans les bureaux de l'Arci pour me détailler l'organisation. Des responsables de l'association, assistants sociaux et Martin, venu du Cameroun, il a 17 ans. En tout, le voyage vers Lampedusa lui a pris 4 ans. Il se souvient de la date du départ. Le 2 février 2019, il fallait travailler en route pour arriver jusqu'ici. C'est pour garder un peu de sous. Ouais. Au-delà des assistants sociaux, chaque mineur a un tuteur avec qui nouer un lien plus personnel. Pour Martin, c'est une Française que sa vie de couple a menée à Rieti. Elle s'appelle Valérie. Elle veille aussi à tout ce qui pourrait dégénérer. Quand il y a eu le Ramadan, il y avait Martin et un autre garçon qui sont tous les deux catholiques. Tous les autres étaient musulmans. On a fait la réunion pour que le Ramadan ne pèse pas trop sur les uns et sur les autres. Enfin, tout ça, ça paraît simple. C'est à gérer avec beaucoup de tact. Il faut pas oublier que ce sont des enfants. Ils font du sport aussi, beaucoup. Toujours lié aux résultats. Martin le sait bien parce que je l'ai un peu massacré avec ça. Tu dois d'abord étudier et après tu vas aller faire le sport. Si ça marche à Rieti, c'est peut-être aussi parce que ce n'est pas la première génération de migrants à venir ici. Symbole d'une intégration entrée dans le paysage, il y a dans la ville un cimetière multiconfessionnel. Pas de submersion migratoire, donc, constate le maire Fratelli d'Italia, le parti de Giorgia Meloni. Il s'appelle Daniele Sinibaldi. Il n'y a jamais eu de problème de conflit à Rieti. Le rapport humain prévaut encore sur les phénomènes sociaux qui, dans une grande ville, explosent peut-être de manière plus forte. Alors que beaucoup de mineurs, surtout francophones, veulent quitter l'Italie et rejoindre la France, Martin intègre cet automne une formation de mécanicien. Il dit vouloir vivre ici. Moi, il y a 2 choses, merci à Bruno Duvic, qui me frappent dans ce reportage. D'abord, c'est le récit des 4 ans de voyage, on le disait tout à l'heure, mais ça dit, comme vous dites, Monseigneur Hérouard, donc ça dit jusqu'à quel point espérer qu'il va y avoir un demi-tour est un vœu pieux, pardonnez-moi, qui n'a pas de sens. Ce que j'entends surtout, Francesca Sirona, c'est le maire Fratelli d'Italia, c'est le parti de Meloni. Oui. Et qui montre un discours tout à fait, oui. Mais du modéré. coup, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire alors nous journalistes, on est un peu spécialistes mondiaux de ça, je suis prête à le reconnaître, mais qu'on met le projecteur au fond sur des choses qui n'existent pas, même pas à l'intérieur de ce pays, l'Italie, qui pourtant est dirigé par Giorgia Meloni. Est-ce que ça veut dire que c'est ce que vous disiez, Monseigneur Hérouard, tout à l'heure, entre des situations dramatiques et une multitude de situations qui sont moins dramatiques, on pourrait aussi choisir le verre à moitié plein ? Est-ce que c'est ça que ça veut dire ou pas ? C'est un pays qui en fait a une identité plurielle. C'est pas comme la France, donc et on a aussi des régions à statut spéciaux. Donc vraiment, on peut pas parler de l'Italie de manière globale. Et donc chaque région, mais j'ai envie de dire chaque ville, parce qu'on appelle ça le campanilisme, donc le clocher, a une politique particulière. Et on est quand même un ancien pays d'émigration.
Il y a beaucoup de racisme. Hein. Je nie pas que même en Italie, on est face à un refus des étrangers, cette peur. Mais en même temps, on a ce passé-là. Ce passé de refus, de même ici à Marseille, je veux dire, il y a eu la chasse aux Italiens, donc ce passé fait que on peut avoir un discours plus humaniste, humanitaire. On a aussi un État qui est moins présent. On a une société civile qui prend en charge plus qu'en France les problèmes, les soucis. Donc une solidarité familiale, communautaire, enfin les villes, le quartier. Un tissu social qu'on a un peu moins en France. Monseigneur Héroy. Oui, moi je pense qu'il y a une différence entre les positions de principe ou les lieux vraiment où il y a des crises énormes. Bon, à Lampedusa, moi je comprends aussi que les habitants de l'île, voilà, ils n'en peuvent plus, c'est trop compliqué. Et puis quand on arrive à trouver des solutions dans des plus petites villes, la Rieti, exactement, c'est ce que j'entends. J'entends grande ville, petite moi, ville. Moi j'ai un exemple alors qui n'est pas. Mais du coup chez vous à Dijon par exemple ou alors côté de nous Dijon. on a un peu, mais pas beaucoup de réfugiés. Mais j'ai un exemple plus ancien. Avant d'être à Dijon, j'ai été pendant 5 ans évêque auxiliaire à Lille. Oui. Et à Lille, il y avait aussi la question de la traversée de la Manche. Voilà, exactement. Et donc, on avait aussi, lié à l'église ou pas lié à l'église, d'ailleurs, peu importe, des structures qui étaient là pour accueillir, y compris les mineurs isolés. Donc moi, je m'en suis occupé. Et vous avez aussi eu Calais, quand même. Alors ça, oui. C'était un poil compliqué. Absolument. Et là, on a eu aussi malheureusement beaucoup de naufrages. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a aussi des possibilités qui fonctionnent pour aider ceux qui peuvent rester là et avancer dans leur vie. Ça veut dire que pour les études, je pense. Hein. Par exemple, avec l'enseignement catholique, c'est ce que je connais le plus. Oui. On avait aussi un accord où un certain nombre de jeunes migrants francophones pouvaient être accueillis dans des classes et suivre des cours. Parce que ce qui est pire aussi, c'est l'inactivité, le fait que les gens tournent en rond et qu'on ne sait pas ce qu'on devient. Et donc on a une seule obsession, c'est de partir devant quelque chose qui paraît un Eldorado qui l'est pas forcément. Mais Sophie Beau, est-ce que ça veut dire aussi que c'est avec les hotspots qu'il faut arrêter, en fait? Parce que le hotspot, ça emmène beaucoup de gens au même endroit. Je lisais en préparant cette émission que entre 2015 et 2016, à Lampedusa, c'était à peu près 8% des migrants. Aujourd'hui, c'est 70%. Parce qu'il n'y a plus que cette route, en fait. Donc, au fond, je vous vois faire moyen d'accord avec ça. Il y a cette route qui est surtout alimentée par des personnes qui fuient la Tunisie. Ouais. Avec le reportage que vous avez entendu, c'est ces personnes qui vivent en Tunisie et qui fuient par tous les moyens aujourd'hui. On a 7 fois plus, et c'était encore jusqu'à la semaine dernière, avant même les arrivées massives la semaine dernière, il y avait déjà 7 fois plus de départs que l'an dernier à Lampedusa. Mais l'axe de Méditerranée centrale, il est très vaste. Les gens sont aussi beaucoup et par milliers parqués dans des camps abominables en Libye et continuent à fuir la Libye. Et là, ils n'arrivent pas forcément à Lampedusa. D'ailleurs, nous, on essaye de positionner le bateau aussi au large de la Libye très souvent parce que là, pour le coup, c'est infranchissable. Il y a 400 km de haute mer et là, pour le coup, ils peuvent pas arriver de manière autonome sur les côtes italiennes. Donc, ce sont pas ceux qui quittent la Libye qui arrivent, ce sont ceux qui quittent la Tunisie. Moi, je voulais juste aussi revenir sur un point par rapport à la politique européenne dont on parlait tout à l'heure, c'est que et on parle de besoins peut-être financiers pour l'accueil dans nos pays, etc. Quand on voit, mais en fait on ne sait même pas quel est le montant des millions, voire des dizaines, voire des centaines de millions d'euros qui sont transférés à la Libye pour soutenir un système qui est totalement vicieux, puisque l'argent arrivant de l'Union européenne... Le chiffre libyen, on l'a pas, le chiffre tunisien tournait autour de 105 millions d'euros, est-ce que je me trompe? Ou plus même? Libyen, beaucoup plus, mais il n'y a pas de transparence sur ce sujet-là. Donc, d'abord, on a besoin d'une redevabilité des autorités européennes pour savoir à quoi servent nos impôts en Libye, pour aller faire quoi. Parce qu'on nous parle de formation des gardes-côtes libyens. Excusez-moi, mais les gardes-côtes libyens ne coordonnent pas les secours et quand ils arrivent, c'est abominable ce qui se passe quand ils interceptent une embarcation. Ils nous tirent dessus, il faut quand même le dire, les sauveteurs. Et ils nous empêchent de faire des sauvetages. Donc, il y a quand même ce problème de transfert de fonds massif vers la Libye qui alimente on parle d'appel d'air, mais l'appel d'air, il est là. L'appel d'air, il est dans les versements massifs de fonds à la Libye de l'Europe pour externaliser le problème et qui fait qu'en fait, ce système de traite humaine se perpétue et à grande échelle. Isabelle de Gomin ? Ça devient après
un instrument politique de ces pays. On a bien vu, on l'a vu avec la Turquie, etc. Oui. Donc là, c'est absolument effrayant, quoi. C'est la manière dont on prend des hommes comme en otage de politique et qu'on fait pression avec ça sur les pays européens. Et c'est pour ça que je m'étonne de la critique, mais c'est vous qui avez prononcé ce mot au tout début d'émission, Monseigneur Hérouard. On entend chez certains catholiques, mais le pape n'a pas à faire de politique. Mais au fond, tout le monde fait de la politique, évidemment, autour de ces questions, et le pape aussi. Est-ce que, après tout, tous les papes ont toujours fait de la politique? Si vous voulez dire que les papes ont le souci d'un bien commun, oui, évidemment, bien sûr, c'est leur rôle. Et après, ça ne veut pas dire que le pape vous donne la solution clé en main et dire quelle politique il faut suivre. Voilà. Donc il va rappeler un certain nombre de principes et dire qu'il y a des choses qui sont pas possibles. Ça, c'est de la politique. L'une et l'autre, Francesca Cierna d'abord, et puis Isabelle de Gomin. Oui, moi je voulais revenir sur un mot que vous avez dit. Monseigneur, c'est phénomène qui nous dépasse. Moi, j'ai l'impression plutôt que c'est pas un phénomène qui dépasse l'Europe, mais c'est plutôt une absence de volonté politique de prendre en charge cette question et depuis des décennies. Et c'est pas, on trouverait les solutions. On trouverait les solutions avec cet argent, justement, qui est versé de cette manière-là, qui est un cercle vicieux, qui crée cet appel d'air, qui crée la traître, qui crée en fait ces prisons, la Libye qui est devenue une prison à ciel ouvert. Donc je pense que il y aurait plus de bonne volonté, une volonté politique. Je pense qu'on peut faire autrement, oui, ça je suis d'accord, tout à fait. Mais en même temps, je pense que ça résoudra pas tout. C'est ça que je voulais dire. Mais il faut pas oublier que la migration, c'est c'est un phénomène global dans l'histoire de l'humanité. Oui, mais c'est un facteur de production. Et ici, dans la Méditerranée particulièrement. Mais c'est un facteur de production de richesse. Et que si vous regardez les statistiques, c'est pas les étrangers qui font plus de crimes, c'est pas les étrangers qui profitent plus du système. Ça, c'est vraiment une idée qui est très ancrée, surtout en France, mais qui n'est pas réelle dans les faits. Il nous reste moins de 2 minutes, Isabelle de Gomin. Non, ce que je voulais juste dire par rapport au pape et par rapport à ses prédécesseurs, c'est bien de dire. Non, mais c'est vrai que c'est un classique de la politique pontificale de parler des migrants. Je pense que la grande différence du pape François, c'est qu'il va sur place, qu'il parle avec les migrants, qu'il crie même. Moi, je me souviens d'un moment à Lesbos où il avait crié quand une femme lui avait expliqué qu'elle avait été violée, qu'elle avait été prostituée devant sa fille dans le camp même de Lesbos. Donc c'était un truc absolument effrayant. Donc voilà. Donc peut-être qu'il y va avec une espèce de part d'humanité qui est, à mon avis, beaucoup plus forte que ses prédécesseurs. C'est son legs aussi un peu quand même, non, Monseigneur Hérouard? Oui, ce que je veux dire aussi, c'est qu'il est issu d'une famille qui elle-même a migré. Voilà, il partait d'Italie, il est allé en Argentine. Alors donc il sait aussi un peu de quoi il parle. Oui. Voilà. Ce qui fait dire à ses opposants, on va le dire comme ça, que cette migration-là n'a rien à voir avec celle de la Méditerranée et qu'on est dans des choses qui sont bien différentes. Je ne sais pas si elle était très facile aussi, c'est autre chose. Rapidement, il nous reste 45 secondes. Isabelle de Gomin, je l'ai à peine évoqué. C'est son legs, vous croyez, au pape François? D'ailleurs, c'est son premier voyage pontifical à Lampedusa. Il en a beaucoup parlé. On va dire que tout de suite il a mis l'accent là-dessus et sur l'écologie. Et je trouve que voilà, il a une belle intuition parce que quelque part ça a été vraiment, notre société elle est confrontée à ces deux choses et elle est de plus en plus confrontée à ça. Cette conversation continue, elle est passionnante. Merci vraiment à tous. Après le journal de 19h, vous pouvez nous appeler, croyants, non croyants, pour réagir à ce qu'on vient de dire. Il y aura de nouveaux invités, le poids du pape, le poids de cette visite. On plongera aussi réellement dans ce Marseille Méditerranée, notamment avec Benoît Payan, le maire de Marseille. À tout de suite.